Retrouvez le plus grand musée du monde sur France 3 avec le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, Macval. Mercredi 20 avril 1814, Napoléon Ier sait qu'il vient de passer sa dernière nuit au château de Fontainebleau. Ces grognards sont ici, ces fidèles soldats qui l'ont accompagné depuis près de 20 ans dans les campagnes d'Égypte, d'Italie et dans toutes ces célèbres batailles. Et Napoléon descend ses escaliers et les regarde presque un à un. Il les appelle ses vieilles moustaches, il ne peut pas leur parler, alors il va embrasser devant eux le drapeau français et il va leur dire que ce baiser aille droit vers vos cœurs. Surtout, ne plaignez pas mon sort, leur dit-il. Bien évidemment, tous les grognards sanglotent. Napoléon Ier aura passé en tout et pour tout 170 nuits ici au château de Fontainebleau, mais il aura marqué ses pierres à tout jamais. Napoléon à Fontainebleau, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, je rejoins Christophe Beyeler. Bonjour Christophe. Bonjour Greg. Et là, on est dans la seule salle du trône qui est en France, il n'y en a pas d'autre. Oui, la seule subsistante. En 1808, Napoléon décide d'implanter ici, dans ce qui était la chambre des rois, des Valois puis des Bourbons, sa salle du trône. Pourquoi une salle du trône? Parce que, bien évidemment, dans un palais impérial, c'est là que, avec ostentation, peut se déployer la majesté du souverain. Je vois un portrait de Louis XIII, c'est bien cela? Alors, sous les Bourbons, effectivement, il y avait un portrait de Louis XIII. Est-ce à dire que c'était déjà une salle du trône? Non, c'était quand c'était la chambre du roi. Et vous devinez bien qu'en 1793, que font les Jacobins de Fontainebleau? On arrache ce portrait et on le brûle dans la cour dite du Cheval Blanc. Et évidemment, sous Napoléon, vous aviez là le portrait de l'empereur par Lefebvre. Il assume la monarchie d'une manière générale, il assume cet héritage vivant que constitue Fontainebleau. Napoléon, à Fontainebleau, là peut-être plus qu'ailleurs, mais c'est pas dans ceux de ses prédécesseurs. Et usurpateur en quête de légitimité, il s'inscrit dans l'histoire, dans les murs de Fontainebleau. Pourquoi dit-il? C'est un des lieux les plus heureusement situés en Europe, précisément parce que c'est non loin de Paris, premier point. Deuxièmement, c'est sur la route de l'Italie. Or, il est empereur des Français et roi d'Italie. Et puis, c'est tout simplement un des fleurons de la couronne et il se le réapproprie. Alors là, mesdames, messieurs, c'est le clou de l'émission. Venez, vous allez avoir la chance de découvrir les appartements privés de Napoléon Ier. Des appartements qu'on ne visite pas, ou alors vraiment un groupe s'il fait une demande officielle. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les appartements sont dans leur jus. Ce petit salon, vous voyez, c'est un salon à taille humaine. Il n'est pas gigantesque comme les pièces d'apparat. Eh bien, il n'a pas bougé. C'est un tapis qui a été foulé aux pieds par l'empereur. C'est un mobilier qu'a utilisé l'empereur et qui n'a pas bougé. Et je dois dire que c'est assez émouvant et qu'il y a assez peu d'endroits comme cela en France. Alors on pénètre dans ces endroits qui sont un peu sombres. Stop! On fait une petite halte ici. Ah, ici c'est très intéressant. Voici, mesdames, messieurs, la chambre de Menneval. Menneval, c'est le secrétaire particulier de Napoléon. Alors il dort ici, vous voyez, et comme Napoléon ne dort que 3-4 heures par nuit, eh bien à tout moment, il peut réveiller Menneval pour aller lui dicter du courrier. Je vais rejoindre Alexandre Bouclon qui est guide ici. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre qui m'attendait dans ce lieu chargé d'histoire qui est la chambre de l'empereur. Je suis estomaqué par ces appartements. Ça n'a pas bougé. Napoléon est parti il y a 3 jours. À partir de 1810, c'est vrai qu'il est souvent ici dans cette chambre. Mais Napoléon ne faisait pas qu'y dormir. Comme vous le savez très bien, c'est quelqu'un qui travaillait énormément, y compris la nuit.
Et il se réveillait par exemple vers 2 h du matin pour travailler, hein, parce qu'il travaillait tout le temps partout, Napoléon. Alors ça lui arrivait même, parce que des fois il était surpris par le petit jour. Hein, dans ces cas-là, Napoléon, il aimait à prendre un bon bain chaud. Hein, on apportait carrément dans sa chambre une bassine, hein, d'eau bien chaude. Il se levait, il s'asseyait dans cette bassine. On lui disposait une petite planchette. Et puis continuait à travailler comme ça dans son bain. Et puis il se remettait au lit par exemple vers 5 h du matin pour se réveiller vers 7 h. Alors, il affectionnait en particulier ces petits appartements. On est un peu comme sous l'Ancien Régime, un peu comme à Versailles. On a des appartements d'apparat et on a des appartements de confort avec des pièces plus petites, plus faciles à chauffer. Plus facile à chauffer, plus confidentiel, moins facilement accessible, plus éloigné de la cour. Et d'ailleurs, Menneval, bon, il a peu de contact avec la cour. Hein. Menneval, son secrétaire particulier. Donc là, on est plus tranquille, on est entre soi. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin d'un décorum à la gloire de l'Empire. Hein. Au niveau de la décoration, vous voyez peu d'aigles, d'abeilles impériales, parce que, bon, là, c'est pas la peine. Les gens qui sont ici sont convaincus de l'importance de l'Empire. On va pas mettre une décoration programmatique, c'est pas la peine. On n'est pas dans la représentation. La représentation, c'est le premier étage. Et c'est le dimanche, surtout. Voilà. Pas la messe, tout ça. C'est le premier étage, la chapelle. Là, c'est pas le cas, c'est le travail. Ici, c'est la bibliothèque cabinet de travail. Donc ici, il y a uniquement des ouvrages de référence. C'est-à-dire quel type de livres? Des ouvrages militaires? La géographie, sciences exactes, sciences militaires, droit, théologie, voilà. Histoire, géographie de la Russie. Hein. Napoléon, lorsqu'il traversait un pays, il en connaissait l'histoire et la géographie. Alors, à mon avis, il n'avait pas assez travaillé la géographie russe. C'est pas il n'avait pas assez bossé la géographie russe. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Magnifique, avec un livre relié avec aux armes de l'Empire. Les armes de l'Empire. Vous permettez que je l'ouvre, celui-ci? Bon, allez-y. Alors ça, par contre, c'est plutôt... c'est un atlas. Hein. Ah, c'est un atlas. Ah, ben oui, atlas. Alors, bon... C'est le Napoléon passionné de géographie. Ah, voilà. Fabuleux. Voilà. Une carte du monde. Voilà. L'Australie s'appelle la Nouvelle-Hollande. Elle n'est pas totalement répertoriée. Elle n'est pas totalement... Ah oui, il manque une partie de la côte sud. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de ces grandes résidences, alors si on prend Saint-Cloud, si on prend les Tuileries, il y avait à chaque fois quasiment la même bibliothèque avec les mêmes ouvrages classés de la même façon. Ainsi, quel que fût l'endroit où il était, mais il retrouvait facilement ce dont il avait besoin, évidemment. Mais le problème, c'est que les Tuileries, ça n'existe plus. Saint-Cloud non plus. Donc le seul témoignage en pied d'une bibliothèque de travail de Napoléon, c'est à Fontainebleau. Et depuis l'Empire, c'est ainsi. Rien n'a été touché, rajouté depuis 1814. Et donc là-haut, en quittant ce rez-de-chaussée, ce rez-de-jardin, eh bien, on tombe sur les appartements d'intérieur, les grands appartements, et qui desservent même les appartements d'apparat. Ici, c'est l'intime, là-haut, c'est le chic. Allez, on y va. Merci, Alexandre. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Bienvenue dans les grands appartements de l'empereur. Vous voyez, il y a du volume. Hein. Ça ne devait pas être facile à chauffer. Alors, je vous propose d'aller retrouver notre expert en Napoléon Ier, Christophe. Alors, où sommes-nous là, ici? Qu'est-ce que c'est que cette chambre? C'est la chambre de l'empereur, la chambre de parade où il se couchait selon un cérémonial précis. Et ce qui est cocasse, c'est que dans ce lieu qui avait été décoré sous Louis XVI, on a demandé au peintre Munch, peintre décorateur, de venir le compléter, de rajouter des figures de victoire, le chiffre évidemment de l'empereur, le N, et puis ces figures de profil que sont Mars et Athéna. Mars et Athéna, la force brutale et la stratégie, d'accord. C'est-à-dire que les décorateurs sont venus s'insérer dans le décor de Louis XVI. Exactement. On l'a pas gommé, on a rajouté. Exactement. Et c'est d'ailleurs le même qui a opéré sur Louis XVI et qu'on a rappelé sur Napoléon. Munch, bon. Extraordinaire, extraordinaire. Dites, ça serait pour une petite pige, on voudrait rajouter des petits trucs de peinture à droite à gauche, vous pourriez revenir à Fontainebleau. Les peintres décorateurs sont comme les journalistes, extrêmement vénaux. Alors là, nous voici dans une pièce chargée d'histoire. Il s'est passé des choses ici. Alors Napoléon, eh bien ici signe l'acte qui est peut-être
le plus important de sa vie, car il clôt une épopée. Nous sommes en avril 1814, et force sa porte 4 de ses fidèles. Il y a Oudinot, MacDonald, Lefebvre, celui qui avait épousé une ancienne blanchisseuse, hein, Madame Sans-Gêne, Lefebvre, solide Lefebvre. Et Ney, le prince de la Moscova, celui qui, héroïquement, en 1812, presque seul avec le prince Eugène, a couvert la retraite des débris de la grande armée au milieu des neiges russes. Eh bien, Ney aussi ne veut plus se battre. Et il force la porte de l'empereur et il lui arrache cet acte. Il l'a. Et on lui soumet un papier et qu'il écrive, qu'il abdique. Ici. Le moment clé, c'est cette abdication sans condition qui est signée le 6 avril 1814. Là, sur ce guéridon. C'est une abdication sans condition. Il le signe et hop, Ney, lui, le prince de la Moscova, ce héros de 20 ans de gloire, que fait-il? Il s'empresse de la porter au tsar Alexandre. Voilà Napoléon abandonné. Il ne reste à Napoléon que, sachant quel destin tenter, risquer une tentative de suicide. Il est sauvé par son fidèle, un vrai fidèle, Caulaincourt, qui lui donne quelques bourrades, on lui fait quelques lavements, il rejette ça. Il a le temps de se retaper, le 20 avril, fin de partie, ce sont les adieux. Mesdames et messieurs, nous sommes tout simplement dans les appartements du pape. Et oui, le pape a séjourné ici, à Fontainebleau, pendant 1 an et demi. Il a même été emprisonné. Alors l'histoire est extraordinaire. Quand Napoléon envahit l'Italie, il envahit aussi les États pontificaux. Et ça, Pie VII, qui est un pape avec un fort caractère, eh bien, il n'aime pas. Et il va excommunier Napoléon Ier. Que va faire Napoléon Ier? Eh bien, il va tout simplement emprisonner le pape à Savone dans un premier temps. Et que va-t-il faire des États pontificaux? Un département français. Rome va être la préfecture du département du Tibre, un petit peu comme Mont-de-Marsan est la préfecture du département des Landes. Et puis peu à peu, Napoléon va se dire, je vais même le rapprocher, ce prisonnier prestigieux de Paris, et il va emprisonner ici, à Fontainebleau, le pape Pie VII pendant 1 an et demi, jusqu'à janvier 1814. Bienvenue dans les petits appartements de l'impératrice. J'ai rendez-vous avec Marie-Noël, bonjour. Bonjour Eric. Marie-Noël qui est guide ici. Alors, juste derrière nous, c'est les appartements de l'empereur, les petits appartements intimes que vous avez visités tout à l'heure en début d'émission. Et là, ce sont les appartements de l'impératrice et ça communique. Absolument. Donc le lien de passage, c'est la porte que vous venez de franchir. Ouais. Et imaginez que le dernier séjour de Joséphine va être un petit peu mélancolique. Napoléon vient de passer pratiquement tout l'été à Schönbrunn. Et de Schönbrunn, il demande à Joséphine qu'elle le retrouve pour passer la saison d'automne à Fontainebleau. Elle arrive entre le 26 et le 27 septembre. Et là, grande surprise, elle arrive dans cette pièce, qui est la dernière pièce de son appartement, le salon d'études. Elle ouvre la porte et la petite histoire raconte qu'elle tombe sur un mur de briques. Ah oui, donc, pour pas aller dans les appartements de l'empereur. Absolument. Donc là, elle a tout compris. Il n'y a pas besoin de faire de discours. Elle va attendre, malheureusement, l'annonce officielle du divorce, qui veut dire que son dernier séjour sera vraiment très triste et elle va pleurer plus d'une fois. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Oh là là, ça c'est la chambre de l'impératrice, hein. Absolument. Ce lit. Donc en fait, ce lit s'appelle un lit à l'oriental. Eh bien, imaginez que tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est gris était bleu, lapis, lazuli, broderie, or. Ah d'accord. Donc on est sur un bleu extrêmement... Extrêmement vif, très flashy. Très flashy, ouais. Lapis lazuli et de l'or partout. Oui, mais alors c'est très impressionnant parce que vous êtes en train de me dire que, bon, certes, tout cela est défraîchi, mais ça veut dire que là, encore, on est dans le jus de l'époque. Absolument. On peut dire qu'à 80%, cet appartement, bien, vous le voyez,
tel que Napoléon l'a laissé finalement après l'abdication. Alors là, on peut penser que Marie-Louise, la mère de l'Aiglon, a utilisé ces chaises. Absolument. Et puis ces sièges un petit peu bizarres, qui ont une taille, alors ou c'est pour une dame un petit peu imposante, ou pour deux plus petites mains, ce qu'on appelle des causeuses, hein, et qui sont d'un gabarit un petit peu particulier. Voilà. Ouais, c'est étonnant, ça. C'est vrai, hein? Ouais. C'est pour les belles-mères un peu larges, du popotin peut-être. Alors là, où sommes-nous? Alors nous sommes dans une pièce qui est magique, puisque pensez que cette pièce-là, telle que vous la voyez, c'est le petit boudoir de l'impératrice, mais qui avait une double vocation, car imaginez qu'elle pouvait également faire office de salle de bain. Là? Oui. Mais où est la baignoire, où est la douche, où est le spa? On va tirer le canapé vers le milieu de la pièce. Ouais. Et à ce moment-là, Joséphine va descendre dans son bain comme une dame romaine, hein, le canapé lui servant de paravent, et elle descend dans son bain, en continuant la conversation avec ses dames de compagnie. Alors la cuve, la baignoire elle-même, elle était où? Elle était... Alors non, la baignoire elle est encastrée dans le parquet. Ben voilà, mesdames, messieurs. Voilà, ben voilà. Une bonne idée, hein, la baignoire sous le canapé du salon. It's so romantic, the neighborhood's littered with white gloves. Flowers were hand-picked, they're taping up paper dolls. Alors nous sommes au premier étage. En dessous, au rez-de-chaussée, ce sont les appartements intimes, les petits appartements de l'impératrice. Et là, nous sommes dans la chambre de l'impératrice. C'est un lieu très intéressant parce que dans cette chambre, qui a été occupée par Joséphine, bien évidemment, eh bien, toutes les reines de France se sont succédées. Depuis Marie de Médicis, qui était l'épouse d'Henri IV, toutes les souveraines de France ont occupé cette pièce, ont dormi ici jusqu'à l'épouse de Napoléon III, l'impératrice Eugénie. Il faut que je vous parle de ce lit. Figurez-vous que ce lit a été fait pour la reine Marie-Antoinette, mais qu'elle a été guillotinée avant même de pouvoir l'occuper, si bien que la première souveraine à dormir dedans a été l'impératrice Joséphine. Voilà. Et puisqu'on parle de ces souveraines, je vous propose d'aller regarder un petit peu l'hygiène telle qu'on le concevait ici au château de Fontainebleau au XIXe siècle. On rentre dans une période moderne, on rentre dans la mode des salles de bain et des salles d'eau. Regardez. La pièce dans laquelle vous êtes avait comme fonction de cabinet de toilette. Les appartements d'invités de base, si je puis dire, étaient composés d'un salon qui est un peu plus loin, de la chambre juste derrière le mur et du cabinet de toilette. Il n'y avait pas l'eau courante dans le château de Fontainebleau. Il y avait la possibilité d'aller se servir dans les couloirs ou dans les espaces communs du château. Il y avait des fontaines, il y avait des réservoirs à eau et les gens de service allaient puiser avec des seaux. La tradition sous l'Ancien Régime était plutôt de se laver avec des linges humides. Et a priori, à partir de l'Empire, peut-être un peu plus tard, au XIXe siècle, on a commencé vraiment à se laver avec l'eau. Il y avait des hygiénistes qui pensaient que l'eau était un vecteur d'apport de microbes. Les objets de cette toilette avaient une fonction précise. Avec les deux pots à eau que vous avez ici, on versait l'eau froide dans la cuvette. Et le pot couvert, lui, contenait l'eau chaude. On reconnaît la boîte à éponge de par la présence d'un couvercle, qui est un couvercle ajouré, qui permet à l'éponge de sécher, c'est-à-dire d'éviter qu'elle moisisse. N'oubliez pas que c'était un produit naturel, donc il y avait des chances de moisir. L'hygiène corporelle pouvait être complétée par le lavage des pieds avec ces pinceaux qui étaient des bains de pieds. Et on se laissait tremper les pieds. On avait aussi cette idée qu'il fallait se décongestionner les pieds pour faciliter, fluidifier la circulation du sang. Dans certaines pièces, pour la nuit par exemple, si les gens ne voulaient pas aller dans un espace public, eh bien, ils pouvaient bénéficier de leur propre toilette
C'est quand même un très beau meuble qui est en acajou, hein. Seau d'hygiène. Sur le côté, il y avait cette partie dans laquelle on pouvait mettre des réceptacles à des éponges ou des linges pour s'essuyer. Et là, vous avez donc le seau lui-même qui servait de contenant pour les évacuations. Dans la chambre, vous avez ce meuble qui est typique du Premier Empire. C'est la table de nuit. Pendant la journée, elle servait de contenant à l'objet qui pouvait être utilisé la nuit, c'est-à-dire le pot de chambre. Eh bien, mesdames, messieurs, nous voici dans l'aile Louis XV du château de Fontainebleau. Et au premier étage se trouve le musée Napoléon Ier. Et je suis en compagnie de Vincent Cochet. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes conservateur ici. Et alors là, nous nous trouvons devant le berceau de l'Aiglon, le fils de l'empereur qui va naître en 1811. 1811. Tout à fait. La naissance de l'Aiglon, c'est évidemment un formidable espoir de perpétuer la dynastie et notamment l'Empire. Napoléon, effectivement, a réussi à faire, j'allais dire, avaler la pilule à Joséphine, la pilule du divorce, puisque Joséphine, relativement âgée, ne peut pas de toute façon donner un successeur à Napoléon Ier, et donc c'est toute l'organisation, la négociation pour que Napoléon puisse épouser, s'allier à une grande dynastie européenne, en l'occurrence les Habsbourg. Donc en 1810, il épouse Marie-Louise d'Autriche, la fille de l'empereur François Ier d'Autriche, et dès 1811, donc, elle donne naissance au petit Napoléon, donc à l'Aiglon, qui va devenir donc roi de Rome. Napoléon assoit vraiment l'Empire, puisqu'il a quelqu'un à qui donc transmettre la couronne. Napoléon fait multiplier les images de l'Aiglon afin justement de galvaniser les troupes, d'encourager la population à justement croire à la durée finalement du régime impérial. À l'âge de 3 ans, il va cesser de voir son père. La fin du Premier Empire arrive finalement très vite, avec la première abdication en 1814, puis la seconde, et l'Aiglon part en Autriche avec sa mère. Il devient à ce moment-là duc de Reichstadt, et son destin sera finalement assez tragique, puisqu'il décède à l'âge de 21 ans, donc à Vienne. Alors là, on retrouve Christophe Beyeler. Et alors là, on est dans une reconstitution d'une tente. Napoléon est en campagne et son décor ressemble un peu à cela. Oui, Napoléon, c'est quelqu'un qui a fait des études pour devenir un soldat, un boursier du roi, et il est marqué par ça. Donc c'est une sobriété. Et effectivement, en campagne, eh bien, vous voyez un lit de fer, tout ça parfaitement transportable. On le plie, on le rabote, on le plie, on le replie, on le retourne. Ça rentre là-dedans. Et là, après une nuit qui est toujours interrompue, Constant, son valet de chambre, et là, il dit « Je cherchais le sommeil quand... »« Constant !»« Oui, sire. »« Qui est donc de service ? C'est un tel. Dites-lui de venir. » Et hop, on griffonne un message, et au milieu de la nuit, on la porte. Constant se dit « Je vais enfin pouvoir redormir. » Le sommeil vient. « Constant !»« Oui, sire. » Et ainsi de suite. Ça n'est qu'au petit matin que l'empereur trouve le sommeil, les veilles de bataille. Le pauvre Constant, il a passé des années pas très frais, sans s'endormir. Et alors il y a quand même une récompense, c'est qu'il n'est pas le seul à être l'objet, comme il le dit, des tendresses impériales. Oui. En effet, quand l'empereur est content, il dit « Ah, mon bon Constant, quelle bonne journée !» Et il précise, mais c'est pas du tout comme ça, on caresse le d'oreille, c'est « On tire, c'est vigoureux !» Et il dit « Je n'étais pas le seul. Le même traitement de faveur était réservé à Roustan et au maréchal Berthier, prince de Neuchâtel. On peut dire qu'il y a Constant pour la garde-robe, les soins, la toilette de l'empereur, Roustan pour, on va dire, la garde rapprochée, et puis, pour la communication avec l'armée, c'est Berthier. Alors, attention, bien évidemment, la garde rapprochée de l'empereur ne se limite pas à ce bon vieux Roustan. C'est confié à un peloton des chasseurs à cheval de la garde qui protègent l'empereur. Évidemment, parce que vous pensez bien que quand on est en territoire ennemi,
d'abord on peut tomber sur des Cosaques, mais du temps où l'Allemagne était soumise à la poigne féroce, on en extirpait de l'or, du sang et des revenus de Napoléon, eh bien, les tentatives d'attentat n'ont pas manqué. Hein, un jeune étudiant idéaliste, là, Staps, il aurait bien volontiers chatouillé la rate de l'empereur et passé dans l'histoire sous le nom d'un Ravaillac bonaparticide. Napoléon disait de Fontainebleau qu'il était le château des rois, la demeure des siècles, la mieux placée d'Europe. En tout cas, on vous a parlé aujourd'hui du Fontainebleau de Napoléon. Mais Fontainebleau, vous le savez, c'est beaucoup plus que cela. C'est le château d'Henri IV, c'est le château de François Ier, c'est 7 siècles de monarchie française, c'est 1530 pièces, c'est 20 000 mètres carrés de toiture et c'est 18 000 œuvres. Or, à Fontainebleau, eh bien, il y a 20 fois moins de visiteurs qu'au château de Versailles. Alors il convient de réparer cette injustice parce que Fontainebleau est probablement l'un des plus passionnants châteaux d'histoire. Alors de grâce, venez ou revenez à Fontainebleau. À la semaine prochaine.